une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis Perche Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, on vous offre un cadeau de Noël, un podcast bonus, un petit podcast bonbon avec une entrepreneur au parcours inspirant. Un podcast, comme on l'a dit, un podcast bonus avec Marie Letard, qui est la fondatrice de la boutique Bouche B sur Ontario. On avait le goût de faire un portrait de cette entreprise, de cet entrepreneur-là, parce qu'on... on aime son parcours, puis moi, elle a une vision d'entrepreneuriat qui me parle beaucoup. Ouais. On en parle durant le podcast, là, d'être capable d'emmener, choisir ton mode de vie, puis accepter une certaine croissance sans vouloir tout le temps courir après la plus grosse d'avoir un affaire. mode de vie sain tout en étant entrepreneur, ça nous a résonné. En fait, on l'a entendu aussi sur un podcast, puis on l'a trouvé super intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on voulait lui parler. Puis, vraiment, c'est ça. Moi, ça m'a craqué autant à poursuivre mes projets entrepreneuriaux que de le faire justement d'une manière qui est saine, d'une manière que c'est possible d'avoir une vie quand même autour de ça, c'est possible de voyager, c'est possible de voir ses amis. Ça t'a craqué à ne pas trop être craqué. Ça m'a craqué à pas trop être craqué, mais en même temps, ça m'a craqué aussi parce que, je veux dire, c'est quand même un entrepreneur qui sa business a du succès, puis fait que c'est travailler intelligemment, finalement, je pense. Travailler bien, travailler intelligemment, faire confiance aux autres, comment créer une bonne équipe, comment bien déléguer, chose que j'estime qu'on fait pas pire au Studio SF, mais... J'ose croire. Mais bref, bonne écoute, bon podcast. Je pense que vous allez aimer découvrir Marie. Joyeux Noël aussi. Joyeux Noël. Joyeuse fête. Bon podcast. Ça roule. On est parti aussi simplement que ça. On peut juste continuer en fait sur l'élan qu'on avait parce qu'on va t'avoir présenté en début, en introduction. Là. Mais on parlait de quand tu as décidé d'ouvrir la boutique dans le quartier Hochelag en te disant les gens me disent que c'est pas un quartier pour ça, puis le monde pensait que c'était un pop-up de Noël. Oui, c'est ça. J'ai ouvert en octobre 2018 et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit c'est un pop-up pour Noël. Et non, je suis là pour rester a priori quand même pas mal d'années, là, c'est l'idée. Ils s'attendaient pas en fait à trouver ce genre de commerce, d'offres, un peu cute, coloré, les petites boutiques comme on les appelle, les petites boutiques cute. Et puis non, ça a plu tout de suite parce que moi, je sentais en tant qu'habitante du quartier déjà depuis plusieurs années qu'il y avait du potentiel pour ça, qu'on avait plusieurs de ces boutiques-là dans d'autres quartiers de Montréal, mais qu'on n'en avait pas nécessairement dans Hochelaga. Donc, c'était un peu un pari sur l'avenir, mais très rapidement, moi, j'ai senti que j'avais répondu à quelque chose. Là. Ouais. Mais c'était un choix réfléchi dans le sens que le choix du quartier, tu te dis, OK, il y a une demande ici qui n'est peut-être pas ailleurs, qui n'est pas répondue. Je pense pas que je l'aurais fait ailleurs, en fait. Dans ma tête, il y en avait, je pourrais citer des adresses un peu dans tous les autres quartiers, mais dans Hochelaga, sur la rue Ontario, j'avais du mal à en citer. Et je me suis dit, allons-y. Ouais. C'est quand même un pari audacieux. Tu sais, moi, évidemment, en sachant qu'on te recevait, puis je me suis informé, j'ai regardé le parcours. Puis, tu sais, moi, une boutique pignon sur rue, on dirait dépassé 2010. Je me disais, quelle idée pas farfelue, mais tu sais, qu'on croit un peu à l'inverse de la tendance populaire, là, tu sais, où est-ce que tout s'en va en ligne, puis... Le digital nomade. La dernière fois que j'ai mis le pied dans un centre d'achat, ça fait longtemps, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qui était... toi, comment tu as réfléchi à cet enjeu-là de changement de consommation versus l'idée de vouloir faire une boutique physique? Il y a deux choses à ça. Déjà, mon background familial fait que je suis la descendante de femmes commerçantes. Ma quatrième mère... Quatrième génération de femmes commerçantes. De femmes commerçantes, c'est ça. Ma mère, ma grand-mère qui avait une quincaillerie à l'époque et mon arrière-grand-mère qui avait un petit bar de café de petites
ville de campagne, quoi, Ouais. que je n'ai jamais connue. Donc ça, c'est vraiment dans mon ADN, dans mes gènes, dans ce que je connais aussi, ce qui me semblait le plus naturel pour un parcours professionnel, bien que très longtemps dans ma vie, je me suis dit, moi, je ne ferai pas ça, je ne reprendrai pas la relève, etc. Finalement, il a fallu que j'immigre au Québec, que je fasse plein d'autres expériences pour me dire, ouais, finalement, c'est le seul truc que je n'ai pas encore essayé, donc allons-y. Ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, je voyais un potentiel. Dans Hochelaga, il y a ce côté très... village, un peu communautaire, où les gens aiment ça, encourager leur commerce. Sur la rue Ontario, ça évolue un petit peu, mais il y a beaucoup d'adresses indépendantes. Il y a très peu de franchises ou de grandes enseignes. Moi, je trouve que c'est une richesse incroyable et j'avais envie de participer à ça en me disant, bah voilà, avec ce que j'ai pu observer quand j'étais toute petite de ma mère, de ma grand-mère, bah, je me sentais suffisamment épaulée pour proposer ça. Et l'idée de cette boutique-là, de trucs qui sont choisis un peu par toi et ton équipe, un peu à la carte, comment c'est arrivé cette idée-là? Parce que si on parle d'une quincaillerie, on parle d'un café de campagne, c'est pas la même chose que d'une petite boutique de... Je sais pas comment tu pourrais l'artisanat, comment tu l'appelles? Alors, c'est une boutique cadeau. Okay. Voilà, c'est souvent ça, boutique art de vivre. En Europe, parce qu'ils sont tellement anglophones, ils vont appeler ça un concept store. Ça veut dire qu'il y a plusieurs concepts sous le même toit. De la papeterie, de la décoration, des produits de soins, etc. Donc, l'idée du cadeau est quand même assez principale. Cadeau pour soi, cadeau pour quelqu'un d'autre. La notion de plaisir est vraiment très importante pour moi. Se faire plaisir juste en venant chez nous sans nécessairement passer par l'achat est importante de par l'expérience. L'expérience de rentrer, de parler aux gens. Le fait qu'on connaît nos clients. Je la cite souvent, mais on a une cliente qui passe nous voir des fois juste parce qu'elle trouve qu'elle a un beau outfit, puis elle veut avoir notre avis. C'est ça, Hochelaga aussi. Là, on crée ce lien. La sélection, elle est variée. Comme tu l'as dit, c'est vraiment à la carte. On a une multitude de fournisseurs. On a des fournisseurs qui sont issus de l'artisanat québécois, de l'artisanat canadien. Et on a aussi des produits qui sont importés. Parce qu'il y avait une volonté de ma part, en fait, d'offrir cette variété de produits sans rentrer nécessairement dans je ne veux proposer que du fait au Québec. Parce que c'est un peu une utopie pour moi de me dire qu'on consommera un jour 100% juste comme québécois. Ça. C'est pas non plus la réalité. Et dans le quartier, je trouvais qu'il y avait un manque en termes de produits pratiques pour la maison, avec un côté un peu esthétique et joli. Et ça, malheureusement, on ne trouve pas tout fait au Québec avec un budget assez moyen pour tout le monde. Donc, c'est un peu cette variété que j'aime offrir chez Bouche Bée. Puis c'est le besoin ou du moins le manque d'offres de ce type de variété-là que tu trouvais important de combler avant une passion que toi-même tu mènes pour ce type de boutique-là, mettons? Oui, parce que j'aime bien ce genre d'adresse. Je suis cliente, je continue d'encourager d'autres adresses qui, dans la tête des gens, pourraient être des compétiteurs, mais moi, je trouve que ça ne l'est pas. On n'est pas dans la même zone, etc. On a chacun notre manière de faire notre sélection, mais moi, en tant que résidente, encore une fois, du quartier, j'ai des cadeaux à faire, des anniversaires, des trucs. Et en fait, j'allais toujours dans les 2-3 mêmes adresses acheter à peu près les mêmes produits. Bon, au bout d'un moment, quand tu as offert toujours une plante, un savon, un peu d'épicerie fine, je trouvais que j'avais besoin d'un petit peu plus. Et c'est ce que j'avais l'impression de connaître aussi. J'avais humblement l'impression d'être en mesure de pouvoir faire un choix aussi pour les gens, de leur proposer quelque chose qui allait plaire. Pour le moment, ça va, ça a l'air de plaire, ouais. Ça a été quoi dans ta vie, en fait, le moment où tu t'es dit, parce que je pense qu'avant, tu étais salarié, tu avais des emplois, puis si je ne m'abuse de ce que j'ai entendu, tu étais plus ou moins épanouie ou heureuse dans ces contextes-là. Puis, est-ce que, justement, ça a été quoi le déclic pour te dire que je me lance en tant qu'entrepreneur? Puis est-ce que ça l'a
réparer ce mal-être intérieur? Bon, alors c'est sûr que, vous l'aurez peut-être compris, moi je suis arrivée au Québec, je viens de France, ça va faire 15 ans là bientôt que je suis arrivée. Donc voilà, le parcours d'immigration étant pas trop le choix d'être salarié, d'avoir des permis de travail, des contrats un contrat de salarié en fait, que j'ai tenu longtemps, et aussi parce que moi je me sentais pas nécessairement les épaules en fait pour être entrepreneur, bien que j'étais un peu dans cette lignée-là familiale. Je suis sujette à du stress, à de l'anxiété, etc., etc. Ça a joué beaucoup sur ma santé aussi. Et donc, moi, dans ma tête, assez jeune, je me suis dit, bon, ce chemin ne sera pas pour moi. Ouais. Et tu ne te voyais pas entrepreneur plus jeune, c'était pas un rêve, c'était pas un appel, une vocation? Des fois, je me dis, quand même, j'avais des... Quand tu repenses à certaines choses. Oui, voilà, mais vraiment des choses assez anodines d'enfant, d'adolescente, toujours de faire quelque chose, puis se dire, qu'est-ce que je pourrais faire de ça, ou de jouer littéralement à être ma mère dans sa boutique, par exemple. Et donc, je me dis quand même, j'avais un peu de ça en moi, mais je me disais, c'est pas pour moi parce que j'ai pas les épaules pour. Ouais. Et puis voilà, j'ai suivi le schéma, on va dire, assez standard du salariat. Et puis, il y avait des petites sonnettes d'alarme comme ça qui me montraient que j'étais pas si bien que ça dans ce domaine. Est arrivé le moment où je pouvais travailler comme je voulais, que j'étais plus... soumise à ces visas temporaires, etc. Donc là, c'est vraiment une liberté incroyable. Et puis, il y a eu une dernière expérience de travail où moi, je pensais que j'allais faire une longue durée, que j'allais m'épanouir dans ce contexte de boulot. Malheureusement, j'ai un peu déchanté très vite et j'ai préféré me préserver justement par rapport à cette notion de stress, etc. Et donc, j'ai mis fin. Et là, c'était vraiment le vide. Pour la première fois de ma vie professionnelle au Québec, je me retrouvais avec la possibilité, en fait, de prendre du temps pour savoir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. J'avais plus l'obligation de trouver un employeur pour un visa, de rester chez cet employeur, etc. Donc, j'ai été sur le chômage. J'y avais le droit pendant quasiment 1 an. Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, allez, on essaye ça. On verra. J'ai rien à perdre. J'avais 33 ans à peu près. Je me suis dit, j'ai le temps de lancer. 32 ans, j'ai le temps de lancer. Peut-être de me planter. J'ai le temps de me planter puis de retrouver du travail à partir de 35 ans. Puis je reviens sur les expériences en tant qu'employé, en tant que salarié. Est-ce que, finalement, tu sais, le dénominateur commun entre toutes ces choses-là, toutes ces expériences-là qui n'ont pas tellement bien fonctionné, c'est juste, est-ce que c'est, dans le fond, ce contexte-là fonctionne pas avec toi? Alors, j'ai eu des belles expériences. Mes premières années au Québec, j'ai adoré ça, mais en fait, j'avais toujours l'impression que j'étais capable d'en prendre plus, mais qu'on pouvait pas m'en donner plus parce que, en fait, à un moment donné, il y a une hiérarchie et puis tout le monde peut pas tout faire non plus. Donc, je faisais bien ma job. J'ai tenu des postes pendant 4 ans, 4 ans et demi, le plus long, là, avant vraiment de décider de changer de voie. Mais j'ai eu des belles expériences. J'ai adoré avoir une équipe, des collègues, etc. Mais voilà, il y avait des choses où je sentais que ça me pesait un petit peu plus. Et tu pouvais pas comme développer ton plein potentiel, finalement. Ouais, mais créer mon cadre de travail aussi. Surtout, ça, c'est une liberté incroyable. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est cet aspect-là de l'entrepreneur? Tu sais, on imagine ou on a qu'à te suivre sur les réseaux sociaux pour réaliser que tu peux partir t'es pas tout le temps dans ta boutique, tu peux partir en voyage, tu peux travailler d'un peu n'importe où. Moi, j'ai le même luxe dans ma vie de pouvoir travailler un peu n'importe où. Quelqu'un qui me suit sur Instagram, il me voit pas travailler, là, essentiellement. Là. Comment ce gars-là s'entraîne 4 heures par jour? C'est ça, mais parce que j'ai comme juste la liberté de faire mon horaire et de planifier mes trucs comme il faut. OK. Une petite alarme. Une petite alarme, on ne doit pas l'entendre dans les micros, c'est pas grave. Mais toi, est-ce que c'était ça qui te... Un des éléments principaux qui te faisait sentir, je sais pas, peut-être prise dans ça, un cadre de travail trop strict? C'est sûr que ça a dû jouer. Je pense qu'avec le recul, je me rends compte maintenant que pour moi, c'est important de choisir le cadre de travail dans lequel je suis. Professionnellement, ça a un impact sur la vie personnelle, sur ma santé aussi. Donc ça, c'était super important de choisir les gens avec qui je travaille. De pouvoir éloigner
très vite la toxicité, ce genre d'éléments comme ça qui peuvent être vraiment difficiles quand on est salarié. En fait, on se fait imposer un petit peu les gens avec qui on travaille, donc c'est pas évident. Et d'être aussi en mesure d'offrir un cadre de travail que j'estime bon et sain, et en fait, d'avoir ce contrôle-là, en fait, de me dire, si ça fonctionne pas, je peux décider de changer les choses. Si je m'ennuie, je peux décider de brasser le jeu de cartes. Si j'ai besoin de telle chose, je peux faire en sorte de le mettre en place. Et puis, si la personne avec qui je travaille, elle ressent le besoin de s'épanouir dans quelque chose et que je suis en mesure de changer un petit peu ça dans sa voie professionnelle, allons-y. Et ça, c'est génial, en fait, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Oui, exact. Je pense qu'on devrait faire une petite pause. Là. Oui, je me demande si c'est pas une alarme de feu. Je pense qu'on est obligé de sortir. Ah ouais, hein? On est revenu de la pause feu. Alarme. Alarme de feu. On parlait juste avant de s'en aller, on parlait de climat dans le milieu de travail, puis comment toi, tu réalisais qu'avec la possibilité de devenir toi-même entrepreneur, tu pouvais avoir un impact sur celui-là. Je t'ai entendu dire quelque chose sur un podcast que j'aimerais qu'on déploie davantage dans cette lignée-là. Puis, parce qu'il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, probablement, cette série de podcasts-là, ça vise les entrepreneurs. Donc, tu disais, puis c'est encore plus, j'arrive à ma question, c'est encore plus étonnant pour un commerce au détail, mais tu disais que pour toi, c'était pas le client est roi, mais c'est l'employé est roi. Puis, peux-tu m'expliquer ce concept-là qui va à l'encontre du concept du client est roi qu'on entend depuis qu'on est tout petit? Alors, effectivement, c'est une phrase avec laquelle je suis toujours en accord. Ouais. Toujours confortable avec cette je suis toujours très à l'aise avec ce que j'ai dit. Pour moi, c'est important de reconnaître que... l'entreprise, je l'ai lancée seule. Je suis la seule fondatrice propriétaire, mais je ne suis pas seule, loin de là. Ça fait 6 ans que j'ai une équipe... Et comme tu disais, de pouvoir créer son cadre, de pouvoir décider de travailler d'ailleurs, d'être là ou non selon mes envies, etc. Ça, je ne peux pas le faire toute seule, en fait. Ça prend une équipe, de la confiance, de la délégation, etc. Et pour moi, cet environnement de travail sain, c'est pas parce qu'on va traiter les clients comme étant les rois que ça va être créé. C'est parce que moi, je vais... établir ce climat de respect, de confiance, de souci aussi de mes collègues, en fait. Et elles vont se sentir... Si elles se sentent bien, en fait, elles vont se déployer, elles vont se sentir dans un climat de confiance et s'épanouir, en fait. C'est important. Pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui va dire bonjour, ça fera $52,90, merci, bonne journée. Il y a plus dans mon attente du service client, dans l'accueil, dans l'ambiance que j'ai envie de proposer chez Bouche Bée. Et donc, comme je ne suis plus là tout le temps, il faut que je m'assure que les personnes qui travaillent avec moi, elles transmettent ça aussi. Donc, les clients ne sont pas toujours rois. Des fois, on essaye de s'approcher de ce statut parce qu'on veut qu'ils se sentent bien et qu'effectivement, des fois, moi, je déteste dire non quand j'ai pas de raison. En fait, c'est souvent ce que je dis aussi à mon équipe. C'est pas tout blanc, tout noir dans une règle, une politique de vente, par exemple. Il y a beaucoup de nuances de gris et puis des fois, on adapte un peu au moment. Donc, c'est important pour moi qu'elles sachent aussi qu'elles ont une place très, très, très importante dans mon ordre de priorité au travail. Puis concrètement, on parle de climat sain, mais comment qu'on l'instaure, comment qu'on le crée, ce climat sain-là? C'est quoi les étapes? C'est quoi la recette pour avoir une harmonie, une bonne communication, que tout le monde soit épanoui, heureux? Je pense qu'on aimerait bien avoir une belle liste. Une liste que tout le monde peut cocher. Là. Exact. Je pense que déjà, en étant assez honnête avec soi-même, avec les autres, sur nos attentes, sur moi personnellement, mes faiblesses, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne fais pas bien et je les mets sur la table, je les reconnais quand je fais des erreurs et en fait ainsi de suite, tout le monde adopte un petit peu ce comportement-là.
moi, j'aime énormément y aller aussi avec... Alors, je suis très instinctive, vraiment beaucoup. Faire un recrutement, ça me demande énormément parce qu'il va falloir que mon instinct soit vraiment très affûté et parce que je veux sentir que j'intègre la bonne nouvelle personne dans ce cercle qui est très important. Donc, être à l'écoute énormément de la personnalité de chacune de mes collègues, de prendre du temps aussi pour se dire les choses, de ne pas rester sur la rancœur ou des choses comme ça. Ça ne fait pas trop partie de notre dynamique. On se dit les choses et puis des fois, ça brasse un petit peu l'ego personnel, pour moi, pour elle, n'importe quoi. Mais enfin, c'est assez personnel tout ça. Mais voilà, donc d'être à l'écoute, de savoir revenir un peu sur ce qu'on a pu dire, comment on les a entendus aussi, les choses, de dire merci beaucoup, d'être très reconnaissant. Je pense qu'on ne le fait jamais suffisamment, mais c'est important de le rappeler. Moi, j'ai pris beaucoup d'exemples sur des anciens patrons que j'ai eus. Alors, j'ai pris exemple pour les bonnes choses que j'ai reçues. Mais pour les mauvaises aussi. Et les mauvaises aussi. et ça, en fait, depuis le tout début, même dans les plans que j'ai pu faire pour aménager la boutique, je me disais, j'ai travaillé dans des environnements, on n'avait même pas 1 mètre carré pour manger, tranquille, se détendre sur une pause de 30-40 minutes. Eh ben non, là, on va avoir de l'espace pour travailler. On ne va pas être sous les boîtes comme ça. Il y aura un espace pour prendre les pauses. Enfin, c'est important, en fait. Donc, j'ai sacrifié du plancher de vente pour qu'on ait un vrai espace de travail et que tout le monde se sente bien, quoi. C'est quoi d'autres exemples d'autres contre-exemples que tu as ramenés? Sans nommer personne. Sans nommer d'employeurs ou quoi que ce soit, mais d'autres contre-exemples que tu t'es dit, ça, ce genre de pratique-là, ce type de choses-là, je ne dois pas ramener ça dans mon entreprise à moi. Alors, ma toute première expérience au Québec, parce que je n'ai pas pu l'avoir en France, parce que les dimanches, on ne travaille pas en France dans les commerces. Donc, ma première expérience au Québec, c'était dans un commerce de détail. Et en fait, j'étais là un peu la dernière arrivée, mais aussi celle qui était en mesure de gérer, prendre un petit peu de responsabilité. Et donc, pendant près de 2 ans, j'ai travaillé du mercredi au dimanche. Donc, aucun week-end. Quand on vient d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, etc., en termes de relations sociales, c'est difficile de suivre le groupe. Lundi, c'est plus dur d'avoir une vie sociale. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les bars lundi soir. C'est les week-ends du monde de la restauration. Ouais, c'est ça. C'est juste le monde de la restauration que tu connais. Et c'est ça. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Donc, par exemple, moi, quand on a une nouvelle recrue dans notre équipe, tout de suite, on fait un horaire où je sais qu'elle va pouvoir avoir un week-end, ou si elle en ressent le besoin, ou si on peut le faire, etc., mais assez rapidement. Donc, même quelqu'un qui commence à travailler un peu avant l'été, on s'assure qu'elle va avoir à un moment donné plusieurs jours de congé qu'on donne vraiment d'avance pour pouvoir s'organiser. Donc, on fait les horaires 2 à 3 mois d'avance pour que tout le monde puisse avoir une visibilité, que ça soit là, j'ai des congés avec mon chum, là, j'ai ci, là, je vais pouvoir organiser ça, là, je vais pouvoir prendre des rendez-vous, etc. Ça, c'est important pour moi parce que j'ai manqué de ça, en fait, pendant quelques années. Mais c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends cette réalité-là, surtout pour des gens qui arrivent dans une nouvelle ville, un nouvel endroit, un nouveau pays, un nouveau n'importe quoi. Qu'effectivement, c'est le week-end que ça se passe, les soirs et week-ends. Puis souvent, en plus, c'est que les gens qui arrivent au Québec, ils sont soit à l'école durant la semaine, donc les soirs et week-ends, c'est leur moment de travail. C'est ça. Puis ça tombe que c'est aussi les moments pour socialiser. Fait que ça fait que tu rencontres, c'est long avant de rencontrer quelqu'un, à part des gens sur ton milieu de travail. J'avais un cercle parce que à l'époque, je suis arrivée en fait pour soutenir mon ex-conjoint qui était pour les études. Donc effectivement, cercle universitaire, etc. Et je les voyais aller avec leurs activités du week-end. Et puis moi, à 11h le soir, bonne soirée à tous. Quoi. Donc c'est vrai que c'était difficile. Et donc il y en a plein comme ça, des exemples que... Parce que moi, je les ai vécus ou je les ai observés, j'ai pas envie de, encore une fois, comme je suis en mesure de créer le cadre de travail dans lequel je suis, dans lequel mon équipe va être, pourquoi je ferais quelque chose que moi, j'ai détesté ou j'ai subi pendant des années. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va gagner, même en reconnaissance de elle envers moi, par exemple. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse.
Tout à fait. On parlait, je vous parlais du livre là, de Sonia Lupien qu'on va recevoir tantôt, puis ça parle justement de le stress au travail, justement comment trouver des bonnes conditions de travail, c'est quoi les conditions optimales pour que les employés soient heureux, puis tout ça. Puis elle fait un petit peu l'historique depuis la révolution industrielle, des différents types de travail, puis comment le travail est organisé. Puis, au début du 20e siècle, c'était beaucoup plus du travail machinal. Là, tu répètes une tâche là, dans une chaîne, par exemple. Puis la philosophie à cette époque-là, c'est on va simplifier au maximum. On va décortiquer les mouvements, puis on va dire, ben toi, tu fais tel mouvement, toi, tu fais tel mouvement, à la plus simple expression. Puis les personnes n'ont pas besoin de réfléchir ou se poser des questions. On applique la formule, puis les gestionnaires, ben, eux autres, élaborent la formule. Puis en se disant, ben les gens vont ça va être parfait. Les gens, ils n'ont pas à se poser de questions, ils ne seront pas anxieux, ils ne seront pas stressés. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça faisait complètement le contraire, puis que les gens étaient épuisés, puis que c'était... Puis en fait, finalement, d'études en études, puis à travers les années, avec de l'essai-erreur, justement, puis en faisant des études, justement, on va essayer différentes méthodes. Puis là, on va essayer un éclairage plus tamisé, un éclairage, puis là, voir comment les employés fonctionnent, sont le plus performants, sont le plus productifs. Puis ils se sont rendus compte que peu importe ce qui changeait, il y avait une hausse de la productivité. S'ils tamisaient l'éclairage, par exemple, les employés travaillaient mieux. Et s'ils changeaient ou s'ils en mettaient plus d'éclairage, ils travaillaient plus aussi. Puis peu importe le changement qu'ils faisaient, fait que là, c'était comme... Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est pas finalement les conditions de travail, justement mécanique ou plus la température qu'il fait dans l'usine, c'est juste le fait qu'il y ait des gens qui étaient là, puis qui donnaient de l'attention à leur travail, puis qui leur posaient des questions sur comme est-ce que vous vous sentez mieux si on met si la température est plus chaude ou plus froide. Le fait de se faire poser ces questions-là, ils se sentaient valorisés, se sentaient importants, puis finalement ils se sont rendus compte justement que la chose numéro 1 qui a créé une meilleure productivité, c'était la valorisation finalement, bien plus que tout autre contexte de travail. Là, c'est humain en soi, je pense dans tout domaine, c'est important de se sentir aussi vu, considéré dans son couple, au sein de sa famille, pour n'importe quel travail on va pouvoir faire, que ce soit, je sais pas moi, quand on est enfant, puis qu'on décide de débarrasser la table et de se rendre compte que nos parents l'ont remarqué et qu'ils sont contents, ça a un impact en fait sur le développement, et dans le milieu du travail, c'est d'autant plus important parce que c'est une formule gagnante. Ouais. Quelqu'un qui va se sentir valorisé parce qu'il a fait une tâche et que la personne pour qui il l'a fait le remarque, le félicite, l'encourage, c'est gagnant pour tout le monde. Moi, tu mentionnais tout à l'heure que j'ai pu partir à plusieurs reprises. Alors, je suis jamais partie plus de 3 semaines. J'ai l'impression d'abuser si je pars plus de 3 semaines ou d'être trop déconnectée ou voilà, ça arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. Mais je suis partie cette année en avril pendant 3 semaines au Danemark parce que j'avais envie de tester, on en parlait aussi tout à l'heure, le fameux télétravail. Je me suis rajouté la tâche supplémentaire d'avoir un 6 heures de décalage. Je ne recommande pas nécessairement à tout le monde, mais c'était une expérience en soi. C'est drôle, mais mini parenthèse là-dessus, moi je l'ai fait cet hiver parce que ma blonde elle faisait une formation en Espagne, fait que je suis parti des longs moments, là, genre 2 mois en Espagne avec le 6 heures. Mais moi, tu vois, le 6 heures, j'ai adoré ça parce que je me levais le matin, j'allais m'entraîner, je faisais de la lecture, je faisais mon babel pour apprendre l'espagnol, puis à 1 heure, quand le monde commençait à travailler ici, ben là, j'avais fini ma journée puis j'étais prêt à être 100% dans le moment. Tu sais, j'avais vécu un peu mon avant-midi espagnol puis là, j'étais comme prêt à travailler. Là. Je comprends complètement. Mais bref, je t'ai coupé, excuse-moi. En fait, moi, je pense que c'est le 3 semaines qui n'était pas assez. Tu sais, 2 mois, tu prends tes marques, tu trouves ton rythme. Moi, j'ai trouvé mes marques, mais qu'à partir de la 2e semaine, puis la 3e semaine, j'étais déjà en train de repenser comment j'allais faire ma valise. Exact. Donc ça, c'était pas évident. Mais tout ça pour en venir au point que, justement, le fait de partir comme ça, de me pousser un peu à m'éloigner pendant 3 semaines sans pour autant être en vacances, ça fait que mon équipe alors, elles sont contentes pour moi. C'est génial déjà juste de savoir que mon équipe est pas là. Oh là là, elle s'en va et elle nous laisse la besogne.
c'est une manière aussi pour moi de leur montrer, en fait, il n'y en a pas de stress, je sais qu'elles vont gérer. Je me fais tout le temps poser la question quand je rentre dans ma famille en France, ah, mais alors la boutique est fermée ? Non, ça roule. Ouais. c'est ouvert. J'ai une équipe. Elles savent ce qu'il faut faire. Et puis, il y a même plus qu'elles savent ce qu'il faut faire, elles le font aussi des fois à leur manière. Et ça, c'est génial, en fait. Parce que moi, du moment que le résultat est là, en fait, on sait toutes c'est quoi l'objectif, peu importe ce que ça peut être, un objectif financier ou autre. Du moment qu'elles se sont appropriées la manière de faire et que le résultat est là, c'est parfait. Je pense que ça fait du bien aussi des fois d'apprendre à s'éloigner un peu pour responsabiliser, pour donner vraiment... Plus de responsabilité. Là. Mais oui, la valorisation, ça passe aussi par justement le sentiment qu'on fait une différence, qu'on sert à quelque chose, qu'on peut prendre des initiatives, qu'on peut avancer, qu'on peut construire quelque chose. Tu sais, si on se sent un peu... impuissant dans une entreprise, puis que notre travail a peu d'impact, puis qu'on a peu de pouvoir décisionnel sur quoi que ce soit. Qu'on a une place, en fait. Puis on n'est pas juste remplaçable parce qu'on est un employé tout court. C'est cette personne-là fait la différence au sein de mon équipe parce qu'elle a cette personnalité, ces compétences-là. J'essaye toujours de, justement, encore une fois, dans les recrutements, de m'assurer que on vient compléter et bonifier en fait cette équipe et c'est tout un art, le recrutement. Ouais. C'est quoi les c'est quoi les trucs pour bien recruter? C'est quoi les qualités principales que tu recherches quand tu es en recrutement? C'est quoi tu vois chez quelqu'un que tu dis cette personne-là, je pense que ça serait une belle addition à mon équipe? Qualité principale, déjà juste une joie de vivre, un élan comme ça assez joyeux, dynamique, un contact humain plaisant. Bon, dans le commerce de détail, c'est important, mais aussi au sein d'une équipe, c'est important. Moi, j'ai besoin d'authenticité, que je puisse lire un peu la personne. Ça, c'est mon petit côté scorpion instinctif. J'ai besoin de savoir que on peut se lire, en fait. On se comprend. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, après, le côté prise d'initiative aussi, moi, j'adore parce que j'en ai quand même beaucoup à gérer. C'est une multitude de petites tâches un peu diverses et variées quand on est à la tête d'un commerce. Donc, c'est sûr que d'avoir un membre de l'équipe qui fait preuve d'initiative, qui catch vite, qui a une intelligence aussi dans la manière de faire les choses, d'accueillir les gens, etc., c'est important. Ouais, puis se tromper sur un embauche, j'imagine que ça t'est arrivé dans ta carrière? Très peu de fois. Très peu de fois? Ah ouais. Et je le savais, en fait, quand je me suis trompée. Tu le savais au moment d'engager, tu t'es dit « Ah, je suis pas sûr ». Puis il y avait une voix au fond de toi qui te disait « Non ». J'y suis allée quand même parce qu'il y avait un délai, il y avait... voilà, et je le savais. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais au final, je pense qu'en fait, on l'a su respectivement et ça n'a pas duré longtemps. C'est pas moi qui ai dû y mettre fin, en plus de ça. Donc, j'ai pas eu la partie... la partie la plus plate au monde. La plus difficile. J'ai jamais eu à licencier quelqu'un. Ah ouais, hein? En 6 ans. Et puis, j'ai eu des démissions, mais toujours des démissions, déménagement, retour dans la région, le pays d'origine, fin des études. Et du coup, le métier de notaire étant autre chose, c'est quand même à privilégier. Donc, toujours des au revoir joyeux et très respectueux aussi du temps que ces personnes ont accordé à Bouche Bée. Ouais, c'est cool, ça, c'est le fun. Parce que nous, ça nous est pas arrivé beaucoup, des mauvaises embauches. Ça nous est arrivé, par exemple, puis comment ça se traduisait, c'était par... ça occupait mon esprit plus que quand on n'avait pas d'employé. Tu sais, ça prenait plus de mon énergie avoir cet employé-là que de ne pas l'avoir. Puis ça, ça faisait plus de sens. Tu sais, je travaillais 2 fois plus pour quelque chose que je devais déléguer au final. Ouais. Quand la confiance n'est pas là, au final, c'est ça que c'est ça, exact. Ouais. C'est ça. Tandis que là, maintenant, en ce moment, avec notre équipe, moi, je pense plus. Je pense quasiment plus au studio. Le studio vit de lui-même, vole de ses propres ailes. C'est incroyable. Vraiment. Mais on le sent, hein, quand il y a quelque chose qui ne marche pas.
Ouais. C'est ça où je parle d'instinct. Exact. Encore aujourd'hui, il y a des choses comme ça où je sais que je me dis, mais arrête de te poser la question 10 000 fois. En fait, si tu te poses la question, c'est que tu as déjà la réponse, quoi. Je t'ai entendu, parlant d'instinct, il y avait une couple de trucs que j'ai notés que je voulais approfondir avec toi. Je me rappelle plus c'est quoi le podcast que j'écoutais, que tu étais allé dessus. Tu te rappelles-tu? Je pourrais retrouver le nom. Tu devrais le citer. On mettra en commentaire. Ouais. Où est-ce que tu disais quelle est, en fait, que tu nommais la difficulté de différencier la voix de l'instinct puis la voix de l'ego déguisé en instinct. Ouais. Puis ça, c'est bon parce que moi, dans ma vie, l'ego a toujours pris une grande place. J'ai toujours eu de la misère à soit accepter d'avoir tort ou des choses comme ça qui faisaient que des fois, je me braquais sur une position qui n'était pas la bonne position. Puis ça, dans ta vie personnelle, des fois, ça fait chier les relations, mais c'est pas un problème en tant que tel. Mais quand tu arrives en entrepreneuriat, se braquer sur ces mauvaises positions parce que c'est l'ego, en disant non, je le sens pas, mais qu'au final, c'est juste toi qui est heurté au détriment de la bonne décision, ça peut nuire à l'entreprise, tu sais, ça peut nuire. Puis, fait comment toi, tu fais pour savoir, OK, ça, c'est mon instinct, pour de vrai, qui me dit de faire ça, ou ça, c'est mon ego qui me dit de prendre cette décision-là pour pas se faire heurter, tu sais. Accepter d'avoir tort, par exemple, de comme faire « j'avais pas pris ça », genre, tu sais, une question qui t'arrive, puis d'accepter que ton intuition, c'est pas la bonne, puis de faire « non, ça, c'est, tu sais, c'est pas mon instinct, c'est mon ego qui me parle ». C'est vraiment... quand on n'a pas du tout l'habitude d'écouter ces deux voix-là, c'est vrai que ça peut sembler très, très mince, la frontière entre les deux. Surtout, je pense que souvent, il y en a une qui va crier plus fort que l'autre et au bout d'un moment, on arrive à distinguer les deux tons différents. Enfin, moi, c'est un peu ça. Je pense que la voix de l'instinct et la voix de l'ego ne nourrissent pas du tout les mêmes choses non plus. Donc ça, il faut réussir à distinguer qu'est-ce que la voix de l'ego va nourrir, qu'est-ce que la voix de l'instinct va nourrir ou va enrichir peut-être. La voix de l'instinct, pour moi, c'est dans le ventre, là, vraiment quelque chose qui est très profond et... il y a la conscience un peu de l'environnement, si je suis très honnête avec moi-même, si je pense à l'entreprise ou à vraiment dans le sujet, la question qu'on se pose à ce moment-là, est-ce que c'est le mieux pour moi ou pour l'autre sujet en question? Là, ça donne quand même des pistes à condition qu'on soit vraiment très... un peu sur son X, dans le sens qu'on soit très honnête avec soi-même aussi. Je pense que si on n'est pas suffisamment honnête avec soi-même dans ce qui nous drive, ce qui nous fait du bien dans la vie, est-ce que c'est d'avoir le spotlight sur soi ou sur son entreprise, ou c'est, tu sais, par exemple, là, on discute, mais est-ce que pour moi c'est important de parler de mon entreprise ou c'est important que ce soit moi qui soit sous le feu des projecteurs en fait? Qu'est-ce que ça vient nourrir, par exemple? Et à cette question-là, la réponse c'est quoi? Clairement, mon entreprise, parce que avant même d'arriver ici, je me suis dit gros syndrome de l'imposteur, big time. Et mon conjoint me dit, mais tu sais, tu as quand même une entreprise que les gens aiment beaucoup, en fait. Donc, c'est normal qu'on puisse te poser des questions sur ta gestion d'entreprise. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que mon entreprise, c'est presque pas moi qui suis responsable de ça. Alors que clairement, mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est pour ça que l'instinct, l'ego, c'est toujours un peu en bataille dans un premier temps. Et puis, au bout d'un moment, j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir quel genre d'humaine je suis, quel genre d'entrepreneur je suis, quel genre de conjointe, etc. Et de répondre un petit peu plus rapidement. Mais c'est vrai que l'ego, des fois, en fait, ça fait du bien. Il faut avoir aussi cette part-là, parce que quand on n'en a pas du tout, ça veut dire qu'on se laisse complètement de côté, qu'on se délaisse même, et qu'on n'accepte pas, des fois, même de prendre un peu la lumière de n'importe où elle peut venir. Donc, il en faut un petit peu, mais juste réussir à bien le doser et, comme tu disais, de prendre la bonne décision pour pas que ça soit dommageable, par exemple, pour son entreprise. Est-ce que la voix de l'instinct a toujours eu raison pour toi?
Moi, je serais d'accord de dire que l'instinct, c'est la bonne, c'est la bonne affaire tout le temps. C'est la bonne voie, mais après, des fois, on peut se tromper aussi, en fait. Moi, j'ai commencé à vraiment faire attention à ça il y a quelques années et je me suis jamais sentie autant sur mon X que depuis que je fais attention à ça. Et des fois, j'ai pas envie de suivre la voie de l'instinct parce que je me dis, c'est plate. C'est pas le fun. Ouais. Tu as envie de quelque chose parce que c'est le fun, parce que c'est différent ou je ne sais quoi, ça te drive un peu plus. Et puis tu dis, c'est peut-être juste moi, qui vais triper là-dessus. Donc, tu te prives des fois de certains trucs pour aller vers la voie de la raison. On peut aussi l'appeler comme ça, je pense, j'en sais rien. Et puis, il y a des moments où je me dis, c'est bon, ça suffit, j'ai envie de me faire ce plaisir, je le fais. Et puis voilà, quoi. Mais bon, selon le risque aussi à prendre, on évalue un peu tout ça. Puis tu dis, des fois, on peut se tromper. Est-ce que tu considères que tu as fait des erreurs sur ton parcours? On m'a posé la question dernièrement. Sûrement. Je veux pas trop quelqu'un... Rien d'assez majeur pour dire ça a été... En fait, je pense que j'apprends quand même. Je pense que j'apprends quand même de ces erreurs-là. Donc, ça a l'air un peu bateau, mais c'est pas des erreurs, c'est des... C'est un parcours, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais... des erreurs majeures, j'ai pas trop l'impression. Je suis peut-être passée à côté de certaines opportunités, mais des erreurs dommageables et tout, oui, des erreurs, mais bon, ça se répare, et puis la prochaine fois, on fera autrement, ou on apprend, et puis on va mettre un processus en place. Enfin, ce genre de choses, je trouve qu'en fait, les erreurs, elles sont là pour une bonne raison aussi, des fois. Ouais. Comment ça se passe au quotidien, le day-to-day de la boutique? Comment est-ce qu'une idée d'un produit que tu veux offrir arrive jusqu'à la boutique? Comment ça se passe, la curation de ces choses-là, puis le choix des fournisseurs et tous ces trucs-là? Ouais. Alors, dans le commerce de détail, c'est sûr qu'il y a des périodes de l'année où vraiment on va procéder à des achats parce qu'il y a des renouvellements de collections auprès des fournisseurs. Donc, ça, c'est assez cyclique. Janvier, ça va avec les saisons, etc. L'automne, Noël, tout ça, c'est des collections de produits qui nous sont proposés par les fournisseurs. Après ça, il y a tout ce que moi, je vais aller grappiller parce que j'ai découvert tel artisan. Je suis allée au printemps, on est allé à Halifax. J'ai découvert des marques là-bas. J'ai eu envie d'en proposer. Dans des salons, des trucs comme ça? Non, dans des boutiques. Okay. Dans des boutiques parce que, en fait, c'est tellement... La sélection d'une boutique est tellement propre à l'équipe des achats ou à la propriétaire qui fait les achats, ce qui est quand même assez... plus courant, que moi, ce que je vais proposer va être différent d'une autre, etc. Donc, c'est un mélange un petit peu de tout ça, des catalogues proposés par des fournisseurs un peu plus gros, là, vraiment des fournisseurs canadiens qui vont fabriquer en importation et tout. Et puis, de l'artisanat, des marques locales qui vont sortir moins de nouveautés, mais qu'on a envie, en fait, de proposer. Donc, voilà, en fait, moi, je fais des achats quasiment tous les jours. Est-ce que c'est ça le principal de ton travail? C'est une très grosse partie. Une grosse partie. Pour le moment, je ne l'ai pas encore délégué. Tu n'as pas délégué, c'est ça. Il n'y a pas d'acheteur. Tu ne travailles pas avec une acheteuse à ta boutique. C'est toi qui fais encore tout ça. C'est moi, ouais. C'est la partie pour toi qui est le plus difficile à déléguer? Oui. Puis parce que c'est le noyau même. C'est un peu le nerf de la guerre quand même, là. Ouais. C'est-à-dire que si demain, je délègue ça et que ça prend... quelques semaines, quelques mois, en fait, pour observer si on a bien passé passé le flambeau, puis si ça fonctionne. Sauf que des fois... Quelques mois, c'est assez pour dans le retail, pour couler le truc. Je veux dire, là, 2024, ça va, ça stabilise, mais encore, on a toujours des surprises, l'inflation, les changements de consommation, etc. C'est quand même un gros dossier, là. Pour moi, ça, je le garde. Je délègue beaucoup de choses. T'as pas de difficulté à déléguer, en général, à part ce noyau-là? Non.
Non, j'ai pas de difficulté à déléguer. Et ça fait partie des choses que j'ai observées, alors pas de mes anciens employeurs, mais de ma maman, qui, elle, avait beaucoup de mal, en fait, à déléguer parce que, effectivement, pour elle, le client était roi. C'était une autre génération, là, on s'entend. Et qu'elle sentait que quand elle était là, ça faisait la différence, que les gens voulaient être servis par elle. Et moi, je me suis dit, en fait, avec ma santé, le mode de vie d'une boutique à Montréal, etc., je peux pas faire ça, en fait. Puis c'est important pour moi d'être le visage de mon entreprise dans les premières années, mais en fait, à partir du moment où j'ai eu une équipe, on est une équipe, ce n'est pas que moi. Et puis, la délégation de tâches, c'est, encore une fois, on y revient, c'est tellement important, en fait, dans le bien-être des collègues, quoi, au travail. Et puis, moi, ça pas avoir l'impression aussi que tu regardes par-dessus leur épaule tout le temps. Là. Non. Une fois que tu laisses ça, il faut que tu sois à l'aise de laisser ça puis d'être d'accord que ça t'appartient plus. Là. C'est ça. C'est sûr que il faut quand même tout ce qui va toucher avec l'image de l'entreprise, la notoriété, des valeurs qui me sont chères en fait par rapport justement au sens de l'accueil, à l'ambiance et tout, l'ambiance même au sein même de l'équipe. Tout ça, c'est sûr que je prends le pouls quand même régulièrement pour m'assurer qu'on avance toujours bien dans la même direction. Mais je ne suis pas non plus à contrôler constamment. Est-ce que vous avez des lignes de valeurs, puis des phrases ou des choses, des trucs concrets de mission, où est-ce que les gens rentrent, les employés arrivent, puis c'est comme, voici... Le manifeste du Beau Jubilé. Non, mais j'aimerais bien parce qu'en fait, je sens que c'est en moi, mais j'ai jamais sorti les mots sur papier. Okay. Mais je pense que ça se fait de façon assez naturelle, en fait. C'est comme si, une fois qu'on était toutes dans la même équipe, ça infusait un peu... il y a beaucoup de respect, en fait. Beaucoup de respect entre nous, avec mes collègues. Et elles savent que de faire telle chose de telle manière, ça peut avoir un impact sur la collègue du lendemain, etc. Et donc, non, c'est pas écrit. C'est pas écrit en gros dans la salle de pause. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, que je pense qui est assez inné, qui est assez instinctif, en fait, au sein de au sein de l'équipe. C'est un peu un non-dit, mais c'est ressenti. Des fois, je me dis... Je réfléchis, soit notre équipe ici ou les gens avec qui je travaille avec mon autre entreprise, puis je me dis, moi, je le sais. Moi, dans ma tête, je le sais. Mais un peu comme quelqu'un qui n'a pas de dialogue interne, parce qu'il y a du monde dans la vie qui n'a pas de voix intérieure. Puis un peu comme quelqu'un qui n'a pas de dialogue interne, je le sais, mais... Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est pas... Je pourrais pas le dire. Mais tu sais, je le sais dans le sens où j'ai une idée de c'est quoi, mais je serais pas capable de verbaliser l'idée. Mais tu saurais dire, ça, c'est pas bon. Enfin, dans le sens que si moi, j'entends quelque chose, je serais capable de dire, ça, c'est pas le genre d'accueil que je veux avoir. Ça, c'est pas le genre de truc que je veux proposer ou la manière de travailler. Ce email-là, c'est pas le genre de ton que je veux qu'on... Tu sais, puis ça, c'est quelque chose que... Les points de suspension. Tu sais, rapidement... Les points de suspension dans un message. Trop de smiley. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose... parce que le poste qu'on a eu le plus de difficulté à remplacer, c'est des tâches que moi, je m'occupais, puis parce que je me mettais en CC des courriels, puis à amener, ça me faisait de l'urticaire, là, tu sais. Puis sachant que je voulais pas dire à la personne d'arrêter de me mettre en CC dans les courriels, ça nous a donné la puce à l'oreille que c'était pas le bon match, où il y avait quelque chose qui clochait. Versus là, quand on a engagé justement notre dernier employé, j'ai dit, mets-moi en CC. Roman, d'ailleurs, qui t'a parlé, mets-moi en CC, puis en une semaine, arrête de me mettre en CC. Comme c'est genre, ça va. Ben c'est un peu ça. Tu transmets le message exact que j'aurais transmis, puis tu sais, c'est... Sauf que tu allais dire qu'on l'a fait. Non, mais j'allais dire, tu sais, on a fait une entrevue avec Urbania l'autre jour. Là. Ouais. Elle nous a posé la question, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Puis t'es comme... c'est pas. Puis vous me la posez aujourd'hui, merci. Ouais, c'est ça en plus. C'est ça en plus. Ouais. Mais c'est parce que je pense que ce serait quelque chose qu'on gagnerait probablement à faire pour que... À réviser. Rapidement, tout le monde, c'est comme... Quelqu'un arrive dans l'équipe, c'est genre... Tu sais, voici les trucs,
on va le vivre ensemble, on va le développer ensemble, mais ça, c'est comme... C'est ça important. peut être un exercice d'équipe aussi. Oui, mais c'est ça. Quand tu trouves ton cercle et puis que tu sais que ça va sûrement aller... Perdurer. Moi, je ne suis pas naïve. Le commerce de détail, je ne vais jamais avoir une employée pendant 10 ans. J'adorerais ça. Je ne sais même pas si moi, je vais être là pendant 10 ans. Il y a tellement de mouvements dans le commerce de détail que voilà. Et en plus, au Québec, c'est vraiment très différent aussi la manière dont on embauche. Il y a beaucoup de gens qui embauchent des étudiants, etc. Donc, moi, c'est un petit peu différent, mais... Ça peut être un bon travail d'équipe, justement, que de faire cet exercice de se dire... On se loue un chalet à Tremblant, puis on fait ça. Allez. Qu'est-ce que c'est les mots pour vous qui ressortaient qui ressortent pour définir le sens de l'accueil, l'énergie, la manière de travailler, la couleur. C'est quoi la couleur que vous associeriez à l'ambiance de la boutique, etc. C'est un bon exercice. Mais effectivement, je trouve ça difficile de mettre des mots des fois, puis ça évolue beaucoup aussi. Ouais, effectivement. c'est peut-être un exercice même à refaire une fois par an. Voir si on se relire. Mais ça, je le fais beaucoup. J'écris pas mal, en fait. Puis je relis ce que j'avais écrit il y a 3 ans. Et puis des fois, je raye en me disant, ça, je suis plus d'accord avec ça. C'est plus comme ça que je veux qu'on fonctionne. Ou alors, je surligne 2 fois parce que j'ai dit, OK, ça, c'était déjà bon il y a 3 ans, puis ça allait encore plus aujourd'hui. Fait qu'il faut qu'on renforce. Ouais. Quelque chose que tu disais aussi, puis je me suis reconnu beaucoup parce que moi, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast, mais moi, je fais beaucoup d'entrevues à Tout le monde en parle quand je suis dans ma voiture. Fait que quand je suis dans ma voiture, Guy Lepage me pose des questions, puis je lui réponds à voix haute. Privilégié. Puis j'entendais que toi, tu peux pas à Tout le monde en parle, mais que tu faisais ça aussi, te parler dans la voiture comme si quelqu'un te posait une question. Ouais. Puis tu sais, là, je parle de mon idée qui est floue et très peu concrète de c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Ben, peut-être que je pourrais me poser la question puis essayer de le faire quand je fais Québec-Montréal, essayer de me le verbaliser. Là. Ouais. Toi, as-tu toujours fait ça? Non. C'est nouveau. Peut-être que je l'ai fait, mais sans trop m'en rendre compte. Puis je pense que le fait d'avoir une entreprise, ça a fait que j'avais peut-être plus de choses à dire ou à analyser, où je me sentais plus en mission de quelque chose. Mais pour moi, la voiture, ça a par contre toujours été une bulle, en fait, de... un moment d'introspection. J'aime pas faire la vaisselle, mais j'aime conduire. Donc, donc moi, je réfléchis quand je conduis. Avec Bouche Bée, c'est vrai que ça m'a donné des moments de réflexion, de me dire déjà juste comment je me présente moi, comment je présente la boutique, qu'est-ce qu'on fait, quels mots j'utilise. Puis c'est même pas quelque chose que j'enregistre parce que je les connais pas par cœur, mais juste des fois de se reposer des questions. Puis effectivement, pour les valeurs, la mission, c'est un super bon exercice de se parler à soi-même. Mm-hmm. Des fois, je m'imagine en train de... Parce que mon autre entreprise, c'est des suppléments pour sport d'endurance. Puis je m'imagine en train de vendre mes suppléments à quelqu'un. Ah ouais, hein? Comme ça, même si tu le fais jamais en personne. Même si je le fais, tu sais, c'est que presque... Je suis dans quelques boutiques au Québec, là, quand même plusieurs boutiques au Québec, mais principalement en ligne, puis je vends jamais mon truc à quelqu'un, sauf que si quelqu'un vient me voir puis me pose une question sur mon produit, il va avoir la réponse de sa vie parce que je l'ai répété 1000 fois dans mon char. Posez-lui la question. C'est ça, venez me voir puis parlez-moi de mes produits, je vais être capable de vous le vendre à fond la caisse. Fais des capsules sur les réseaux sociaux avec ça. Là. C'est vrai que je pourrais faire ça. Mais j'ai loué le studio ici pour faire un petit webinaire. On me demande souvent. On me demande souvent. Guillaume m'a déjà demandé. Ouais, c'est ça. Mais c'est important de savoir présenter ce qu'on fait avec les bons mots, en maîtrise aussi, en contrôle, puis avec les mots qu'on a envie d'utiliser, parce qu'après tout, c'est ta business, c'est ma business, votre podcast, vous en parlez de la manière dont vous avez envie, puis c'est comme si c'est une première image, une première étiquette qu'on pose dessus. Donc, c'est sûr que si je dis, oui, c'est une petite boutique dans Hochelaga. Non, c'est une belle boutique, une adresse qui est devenue un incontournable maintenant dans le quartier et qui présente une multitude de produits d'ici et d'ailleurs. C'est vrai, fierté, ça. Quoi. Enfin, c'est bête, mais... Puis, même pour les tu sais, puis là, je ne vais pas prétendre donner des conseils entrepreneuriaux, mais même pour des gens qui nous écoutent, qui ont une idée, là, si quand quelqu'un te demande c'est quoi ton idée, puis que tu trébuches, puis tu t'enfarges à parler de ton projet,
t'es loin de pouvoir le commencer. Là, ou que t'oses pas trop en parler, puis tu dis, ah ben non, mais c'est pas grand-chose. Puis tu sais, c'est après ça aussi. C'est comme gêné de parler de ton affaire, là. C'est comme, non, si tu y crois. Peu importe ce que tu fais, que ce soit une boutique, que ce soit c'est un artiste, il faut avoir confiance en ce qu'on fait, puis être un peu convaincu que ça va fonctionner pour que ça fonctionne, parce que si nous-mêmes, on n'est pas convaincus, ça va être difficile de convaincre qui que ce soit. On est les premiers représentants, les premiers ambassadeurs, en fait, de ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que si on démontre pas de la confiance et de l'intérêt et une vision pour ça, le chemin va être long peut-être pour convaincre. Toi, quand tu as lancé ça, j'imagine, tu avais confiance, ça allait fonctionner. Tu l'as pas fait la voie de l'instinct. Ouais. Clairement pas la voie de l'ego. Je veux dire, ouvrir dans une boutique dans Hochelag, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est courageux. Le nombre de fois que j'ai entendu ça. Courageux, audacieux. Vous n'avez pas peur pour vos vitres. Enfin, tous les stéréotypes très classiques. Bon, la vérité, c'est que j'avais déjà le numéro du vitrier dans mon téléphone. J'avais des assurances pour les vitres. Ouais, mais qu'on paye cher d'ailleurs dans chez Lagarde. Oui, exact. Ouais. Non, mais en vrai, ça m'est jamais arrivé. C'était... Touche du bois. Ouais. Oui, parce que c'est arrivé 5 jours avant que j'ouvre en plus. Ah ouais. Mais bon. Je vais vraiment ouvrir là après 5 jours. J'étais sur le point d'ouvrir, fait qu'il n'y avait plus de questions à se poser. Non. Mais je ne sais plus c'était quoi la question. Ouais, c'était... t'étais convaincue? Est-ce que tu étais convaincue? C'est ça, oui. J'étais convaincue parce que moi, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Et puis, il se trouve que l'ASDC d'Hochelaga, Maisonneuve, avait fait faire un gros sondage, en fait, au sein de la population l'année d'avant ou 2 ans auparavant, 2016. Et ce qui était super, c'est qu'on avait accès à toutes ces réponses-là. Okay, donc moi j'ai tout lu, j'ai tout analysé et en fait tous les questionnements que je pouvais avoir autour de ça. Ça coûte cher faire une analyse de potentiel comme ça t'aurait coûté des dizaines de milliers de dollars là, faire évaluer ça si t'avais pas accès par la ville. C'était merveilleux d'avoir accès à ça. Ouais. Et puis en fait chaque chose que j'avais envie de proposer ou idée que j'avais, je voyais que j'étais pas la seule en fait à travers ce sondage-là. Donc ça a été d'autant plus motivant de me dire j'arrive avec une proposition et je suis quasiment certaine que je vais répondre à un vrai besoin. Ouais. Je t'entendais dire justement, par contre, dans le 10 podcast qu'on va mettre en référence. Si c'est de cet été, ça se peut-tu? Celui de Claire? Le podcast de Claire Bardin. Et voilà. Au-delà de la boutique, l'équilibre pétillant de Marie Letard. Excellent podcast d'ailleurs. Excellent podcast. Vous pouvez l'écouter après ou avant en complément de cette conversation. Cet entretien. Mais tu disais que la confiance en soi, en toi, finalement, c'est quand même un enjeu dans ta vie. Oui. Mais... Ceci dit, tu avais quand même la confiance en ton entreprise. Tu es capable de séparer ces deux choses-là. C'est bizarre, la confiance. Des fois, on ne sait pas trop d'où on sort ça. L'instinct. J'ai l'impression de parler toujours de ça, mais c'est tellement fort en moi, en fait, dans ma prise de décision, de savoir est-ce que je suis dans la bonne voie ou non. En fait, peut-être que j'utilise même pas le bon terme en termes de manque de confiance. C'est peur du jugement, peur de ne pas être à ma place, pas de vouloir prendre ma place, tous ces trucs-là que je mets sous le chapeau de je manque parfois de confiance. Ça se mélange un petit peu tout dans ma tête, je pense. Le regard de l'autre sur ce que je vais pouvoir faire, proposer est un enjeu pour moi. Donc, c'est compliqué parce que d'avoir une entreprise et de proposer des choses et d'être un peu à la merci de la clientèle, des gens sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas toujours évident. Et en même temps, des fois, il y a des choses que je sais de source sûre que c'est ça que j'ai envie de proposer et qu'a priori, je ne veux pas trop me planter, quoi. Ouais. Puis est-ce que le succès de... Excuse-moi, vas-y. J'allais juste dire que c'est important, ça. Tu sais, nous, mettons, le podcast, il y a eu un gros switch dans ma tête quand je me suis dit, quand j'ai commencé à me dire, c'est ça que j'aime faire. Puis ce qu'on fait, le produit qui en ressort, c'est des conversations que j'ai adoré avoir puis que je réaurais si l'occasion se présentait. Fait qu'après ça, quelqu'un écrive en commentaire qu'il n'a pas aimé ça ou qu'il trouve que notre invité n'est pas bon ou que nous, on ne pose pas des bonnes questions, quand j'ai compris que, dans le fond, moi, j'ai aimé ça, avoir cette conversation-là. Fait que l'opinion de cette personne-là qui est probablement... tu sais, c'est bon ce qu'on fait. Dis pas ça dans le sens, ce qu'on fait, c'est bon, mais
il y a beaucoup de monde qui viennent me voir pour dire hey, c'est bon ce que vous faites. Fait que s'il y a au moins une personne qui est venue me dire ça, puis que moi, je pense que c'est bon, c'est suffisant pour que j'écoute pas le reste. Il y en a beaucoup qui viennent pas te dire que c'est bon. La majorité silencieuse, c'est ceux qui aiment ce que tu fais. La minorité Google, bruyante, c'est les enfoirés. Non, c'est ça. On dit pas assez souvent c'est bien, j'aime ce que vous faites, j'aime venir manger chez vous, j'aime venir magasiner chez vous, etc. En fait, c'est un peu... de base parce qu'on continue d'écouter, on continue d'aller manger là, on continue d'aller acheter ici. En fait, c'est juste, je te montre que j'apprécie ton travail parce que je suis fidèle le plus que je peux. Je te donne de mon temps, de mon argent, etc. Ma blonde, juste une courte anecdote. Ma blonde, quand on était à Denia, une petite ville en Espagne, on est allé à un restaurant qui s'appelait Katmandou, qui est un restaurant comme népalais, là, puis indien-népalais. Puis en sortant, on a tellement aimé ça qu'en sortant, elle a laissé un 5 étoiles. Puis là, Google, sur Google Review, puis là, Google, on a juste dit c'était tellement bon. Il a fallu vraiment se passer le commentaire. Là, mais qu'est-ce qu'on fait pour leur dire là, comme c'était tellement débile comme repas que là, elle fait je vais laisser un rating, là, je fais jamais ça. Puis évidemment, on fait jamais ça. Personne ne fait jamais ça en sortant d'une place qu'on a adorée. Personne ne laisse 5 étoiles. Mais le monde laisse 1 étoile, comme tu dis. Sauf que là, on laisse 5 étoiles. Puis là, Google, il lui envoie un message dans sa boîte à courriel à chaque fois que son rating 5 étoiles est vu par un nombre benchmark de personnes. Fait que là, au début, c'est comme même crime. Mon review a été vu par 100 personnes. Puis là, c'est mon review a été vu par 1000 personnes. Mon review ça influence. Et là, après ça, c'est mon review a été vu par 10 000 personnes qui ont vu ça. Puis là, à chaque fois, elle me dit regarde ça, mon review a été vu par de plus en plus de monde. Puis là, tu fais Chris, 10 000 personnes qui ont vu 5 étoiles. On a adoré notre expérience. L'ambiance était incroyable. Le monde était... Les employés étaient vraiment smart. Plutôt qu'il y a 10 000 personnes qui voient ça. C'est énorme, là. Puis tu sais, c'est une infime minorité, les gens qui vont laisser des reviews, mais tout le monde regarde les reviews, finalement. Tout le monde se fie aux reviews. Non, mais c'est vrai qu'on les regarde tous, je vais dans tel restaurant, je vais dans telle boutique, je vais dessus, tu sais. C'est fou. Hein? C'est super important, ça, parce qu'effectivement, on y porte beaucoup d'importance. Mais on oublie que nous aussi, on peut mettre notre pierre à l'édifice et ça change tout. Enfin, je veux dire, même, Google Maps a une sorte d'algorithme. Oui. Les cadeaux dans Hochelaga, moi, je suis contente là, quand les gens laissent des reviews positifs parce qu'ils ont eu une bonne expérience. Mais alors, ça peut sembler un peu inutile. Bah oui, j'ai été dans une boutique dans Hochelaga acheter un cadeau, mais en fait... c'est énorme. C'est énorme. Il y a 2 semaines, j'ai découvert un restaurant indien végétarien. Je suis végétarienne déjà depuis des années. Où, en passant? À côté du métro Frontenac. À côté de Ah ouais, OK. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle un boui-boui caché, etc. Mais alors, la bouffe était déjà faite par la maman, la famille, donc vraiment hyper artisanale. Ouais. C'était 4e génération. Délicieux. Ça t'a marqué. Leur tofu au beurre est cuit depuis 4 générations. Ouais. Là. C'était fou. Et le service était incroyable. Enfin, c'était vraiment génial. J'ai pris mes petites photos. En repartant, je me suis dit... faut absolument que je mette un review et que j'en parle. C'est bête, mais j'en parle sur Instagram parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être contents. Là, t'en parles ici présentement, puis il y a un haut pourcentage de végétariens qui écoutent le Sans Fil podcast. Je vous donnerai l'adresse. Absolument. Et je ne l'ai pas fait encore. Ah ouais, OK. Non, parce que j'étais dans mon moment avec mes amis, machin, je suis rentrée chez moi et puis voilà. Mais il faut que je le fasse absolument parce que c'est une adresse qui est là depuis longtemps en plus et dont j'avais jamais entendu parler. Ouais. Parlant je pars du restaurant puis des amis pour revenir sur quelque chose. Quand on parlait de déléguer, puis tu disais, si je délègue pas, j'ai pas de vie. Je suis toujours à la boutique. Puis on entend souvent l'histoire d'entrepreneurs de Elon Musk qui travaille 20 heures sur 24, puis des affaires de fou. Puis là-dedans, il y a 5 heures qui est rendu à tweeter des niaiseries. Là. Mais... puis il y a une valorisation là-dedans de travailler sans relâche dans sa business. Puis toi, comment t'as décidé que tu allais prioriser? Parce que tu sembles quelqu'un qui a une vie personnelle en dehors de tu travailles. Puis comment t'as atteint cet équilibre-là? Bon, je le passe pas sous silence parce que ça
ça a une place importante. À 20 ans, j'ai eu un diagnostic de maladie de Crohn. Donc, à 20 ans, début de la vie un peu professionnelle où j'étais pas loin de finir mes études, ça a été quand même une grosse annonce, surtout que j'y connaissais rien. Internet n'était pas ce que c'était à l'époque. Donc, quand même un gros pavé dans la mare, là, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, c'est... Alors, pour ceux qui connaissent pas la maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche le système immunitaire, sachant qu'il est à 80% dans nos intestins. Ça touche donc la santé de nos intestins. C'est un dérèglement en fait du système immunitaire et en fait le système immunitaire combat les mauvaises bactéries, croit combattre les mauvaises bactéries, mais en fait il combat les bonnes aussi, il combat tout. Et donc, il ne garde rien, les nutriments, les choses comme ça, et puis multiples autres effets secondaires, pas toujours très agréables. Donc ça me suit depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 17 ans aujourd'hui. À 20 ans, d'avoir ça, et on te dit le stress est principalement la cause majeure. J'ai même pas commencé ma vie professionnelle, qu'il faut déjà que je fasse attention à ça, la vie sociale, il faut que je fasse attention, l'alimentation, etc., etc. Donc j'ai un peu, on va dire, ça a comme fait un reset dans ma vie à cet âge-là. Et je suis un peu devenue la personne plate des 20 ans, à devoir faire attention à beaucoup de choses, etc. Et puis à me reconstruire des habitudes de vie. Quand il a été question de créer mon entreprise, je me souviens d'avoir dit à mon mari écoute, je m'en vais là-dedans, il faut que je l'essaye, on verra bien. Tiens-toi prêt, est-ce que tu es OK? Parce qu'il n'y aura plus de week-end, il n'y aura plus de vacances. Moi, je vais devoir être là-dedans non-stop, quoi. Il me dit, écoute, on fera ce qu'il faut. Ouais. Et en fait, dès les premiers mois, je me suis dit, mais c'est impossible pour moi de tenir ce rythme-là. Je vais y laisser ma peau, clairement. Et donc, j'ai ouvert en octobre 2018. Novembre, sans employé. Au bout d'un mois et demi... Sans employé, ah ouais. Non, mais tellement naïve. Là, j'ai passé la soirée d'inauguration derrière la caisse parce que je n'étais même pas capable de fournir. Mais bon, pour moi, ça allait être une petite boutique de chez Laga. Et j'avais trouvé un super emplacement. Donc forcément, en fait, les gens sont rentrés, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un mois et demi, j'ai embauché ma première collègue. Un mois et demi, c'est long quand même. Là. Un mois et demi, 6 jours semaine, c'était quand même fastidieux. Et puis Noël s'en venait. Là. Ouais. J'avais ouvert en octobre pour que les gens puissent penser à nous pour les cadeaux de Noël. Donc, je savais que le gros était devant nous. J'ai eu de l'aide d'amis pendant le mois de décembre, etc. Et en fait, mi-décembre, j'ai décidé d'annoncer que j'allais fermer 3 semaines en janvier pour me remettre de l'ouverture, de tous les mois qui précédaient l'ouverture, et puis de juste en fait prendre soin de moi. Ça, c'était la toute première décision où j'ai compris qu'en fait, avoir son entreprise, être entrepreneur, ça ne veut pas dire se brûler à la tâche, ne plus avoir de week-end, ne plus avoir de vie, travailler jusqu'à 2h du matin, etc. Mais moi, c'était cette image que j'avais parce que les réseaux sociaux, les gens autour de moi, je travaille. Et comme tu dis, on valorise ça. Moi, je pouvais pas, en fait. Je pouvais juste pas avoir ce rythme-là. Donc, j'ai fermé 3 semaines. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est là où j'ai compris tout l'avantage d'avoir son entreprise. C'est qu'on décide vraiment du cadre dans lequel on veut travailler. Si je ferme 3 semaines, je paye mon loyer pareil, etc. Mais en fait, si j'organise mes choses financièrement et tout, il n'y a eu aucun impact. Oui, tu manques des ventes, mais... Tu pèses un peu le pour, le contre, et puis surtout, tu mets un ordre de priorité. Et pour moi, ça a été la meilleure idée. Et donc, j'ai continué à faire ça. À chaque année, je demande à mon équipe en place, est-ce que vous voulez qu'on ferme 3 semaines, 2 semaines? Est-ce que vous voulez, vous, travailler pendant ces périodes-là? Auquel cas, on fait un horaire qui est adapté pour qu'elle aussi, elle puisse souffler un petit peu. Et puis, on décide en équipe. Mais moi... Pendant 3 semaines, en janvier, je m'arrête et puis je prends des congés à tous les 3 mois. Ça aussi, j'ai fait ça depuis 3 ans maintenant. Et tous les 3 mois, je prends vraiment une coupure pour recharger les batteries, faire le ménage dans ma tête, évacuer les dernières petites miettes de choses un peu stressantes, etc. Et ça fonctionne super bien.
Combien aux 3 mois de congé que tu prends? C'est variable selon la saison, mais je dirais entre 2 et 3 semaines. Ah ouais? Ouais. Après, tu vois, en avril, je suis partie 3 semaines. Pour moi, ça a été cette coupure-là, mais c'était pas vraiment des vacances. Donc, c'est juste que j'avais besoin d'être ailleurs, de voir autre chose, de faire un peu une mise à jour là dans ma tête. En septembre, je suis partie en France, mais j'étais quasiment une semaine en salon. Donc, c'était du boulot, je réfléchissais, etc. Mais j'étais ailleurs, j'étais dans un autre environnement, ça me stimulait, je me laissais inspirer par d'autres trucs. Donc, c'est vraiment de faire une coupure du quotidien qui est importante pour moi. C'est vraiment intéressant, ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui me rejoignent beaucoup. Moi, je suis un peu dans un processus comme celui-là, de processus de ralentir un petit peu puis de prioriser mon temps personnel, prioriser ma vie personnelle aux entreprises. Puis j'ai l'impression que, surtout propulsé par les réseaux sociaux, l'espèce de culture de l'entrepreneuriat est rendue super toxique au sens où tu peux plus juste vouloir avoir une petite entreprise. Maintenant, il faut comme que tu veuilles un empire. Faut que si tu n'es pas en train de travailler, c'est que tu veux pas que ton entreprise croître. Ouais. Si tu n'atteins pas tel chiffre d'affaires, si tu n'es pas... Puis j'ai l'impression que ça doit dissuader beaucoup de monde de faire un bond vers un projet qui les passionne en se disant, hey, dans le fond, si tu réussis à vivre, ton entreprise, c'est un succès, là. Tu sais, si tu réussis à vivre, à payer tes billes, puis à prendre du temps pour toi, c'est ça, exact, dans un monde où est-ce que tu es capable d'être confortable puis bien, t'as pas besoin de courir après rien d'autre, tu sais. Puis j'ai l'impression que ce message-là, il est pas assez mis de l'avant sur les réseaux sociaux, puis avec les algorithmes qu'on se fait garocher. En tout cas, je vais parler pour moi, mes algorithmes, c'est rarement quelqu'un qui dit « Hey, c'est correct de partir en vacances à chaque 3 mois. » Puis, tu sais, j'entends pas ce message-là, là. Pas du tout, tu sais. Moi, c'est pour ça, on dirait que... Excuse-moi, là, mais que je... Tu sais, des podcasts d'entrepreneuriat ou des livres d'entrepreneuriat, on dirait que, genre, il y a quelque chose là-dedans qui, à chaque fois, c'est comme, on dirait, le profit pour le profit, comment grandir, comment... On dirait que moi, c'est... Plus. Quand je m'embarque là-dedans, on dirait que je perds l'essentiel. Ouais, exact, c'est ça. Moi aussi, c'est un peu effectivement, les livres de développement personnel, de développement professionnel, la carrière, etc. Moi, je ressens un peu de stress par rapport à ça, justement. Ça me met une pression de performance et j'ai l'impression qu'en fait, on ne fait jamais assez. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, exact. C'est tellement essoufflant parce que moi, j'ai l'impression de faire déjà pas mal. Là, tu dis, il est 5 heures, je suis en train de regarder la télé avec mon chum. Je suis en train de pas en faire assez. Oui. C'est ça le message que tu as dans ta tête. Oui, je suis en week-end, je suis allée ramasser des pommes, j'en fais pas assez, je devrais être à boutique. Mais en fait, j'en fais assez selon moi, ce que j'ai envie. Exactement. Mais c'est que ça vient nous ramener en fait une pression de ce que les gens en fait pensent, ces gens qui vont créer ce contenu-là, ces livres, des podcasts et tout. Et puis c'est intéressant, moi j'en écoute, mais j'apprends à les doser en fait et à les écouter aussi à des moments où je suis en mesure de les prendre de la bonne manière, en fait, que ça ne vienne pas impacter justement mon humeur, mon anxiété ou quoi que ce soit. C'est important de dire qu'une petite entreprise, c'est une entreprise et ça peut être ton entreprise à la hauteur que tu as envie, en fait. Moi, je n'avais même pas ouvert la boutique. Je recevais déjà des messages sur les réseaux sociaux. « Ah, tu ne voudrais pas ouvrir à Québec, t'ouvrir dans Rosemont, dans machin. » Mais j'ai même pas fait mes preuves encore avec celle-ci. Puis moi, l'envie, c'était pas d'ouvrir une franchise, un truc énorme, etc. C'était de répondre à ce besoin que j'avais observé. Et puis, encore une fois, de créer quelque chose qui était bon pour moi professionnellement. Donc, tu n'as pas l'intérêt d'aller là? Non. Pas aujourd'hui. En fait, encore une fois, comme Bouche Bée est née sur cette observation, ce besoin, si demain j'observe autre chose et que je sens que j'ai ce qu'il faut pour proposer une option, j'irai si j'en ai envie, en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai encore l'impression que j'ai suffisamment de choses à développer avec Bouche Bée. Puis au jour le jour, puis ta routine de travail, mettons une semaine type ou une journée type, ça ressemble à quoi?
Alors, c'est très variable, ça bouge beaucoup. Les achats, c'est quand même une grosse partie. Le tri des emails, c'est une grosse partie. Penser à du contenu pour les réseaux sociaux. Ça, c'est fou. Les emails, ma blonde, elle me demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Puis là, je fais comme, j'ai travaillé. Puis là, c'est que, ouais, quoi? Ben, j'ai répondu à des emails. J'ai répondu à des emails. Ouais. Aujourd'hui, j'ai répondu à des emails. C'est un travail. Je ne sais pas comment dire que c'est ça le travail, là, mais j'ai répondu à du monde qui m'ont écrit à des emails. Les emails, ça va être des sollicitations de marques qui veulent nous proposer des produits auxquels des fois je vais dire oui, des fois je vais dire non, des fois je vais dire pas tout de suite. Je vais recevoir des mails pour payer des factures. Je vais passer des commandes. Je vais faire un peu gérer toute la logistique aussi, des livraisons, des choses comme ça. Donc ça, c'est cette grosse partie-là. Après ça, on va dire de manière plus concrète dans la boutique, ça va être d'échanger avec mes collègues sur différentes problématiques. Donc, si c'est en lien avec les communications, donc réfléchir aux infolettres, au contenu, à ce dont on pourrait parler dans les prochains jours, semaines ou même des fois dans la prochaine heure, parce qu'il y a ce côté très... on ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir la commande. Elle arrive demain, hop, on ouvre, on en parle. Enfin, c'est... Voilà, il y a très day-to-day. Des suivis de problématiques avec des fournisseurs, etc. Petite partie de comptabilité, faire la paye, payer les factures, voilà. Combien tu penses que tu peux mettre? Combien d'heures tu mets dans ta business dans une semaine? Alors, moi, je pense honnêtement que si j'étais dans un cadre de travail vraiment optimal, c'est-à-dire ma concentration parfaite, pas trop d'être dérangée de trucs extérieurs, etc., je pense que j'aurais assez de 25 heures semaine pour faire tout ce que j'ai à faire. Ce qui n'est pas un message sexy pour les entrepreneurs, là. Tu sais, de ce qu'on disait tout à l'heure, de comme dans la culture du travail, là, tu sais, du travail acharné, de dire, hey, moi, tu sais, parce que moi, je suis là aussi, là, je dis, moi, si je fitais tout dans une période, 25 heures, ça fait du sens. Je pense que 25 heures, ça ferait du sens si vraiment j'étais fixée sur ma tâche avec une liste et puis je coche, etc. Mais je ne suis pas une faiseuse de liste. C'est un peu avec ce qui arrive et puis les priorités, etc. Donc, c'est un peu trop... C'est dur à quantifier, finalement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a une petite urgence qui arrive et puis on se dit, tiens, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Donc, finalement, ça replace. Toujours disponible, mais au final. Un petit peu, c'est ça. Ouais. Mais c'est incroyable de pouvoir travailler 25 heures dans une semaine. Ce n'est pas ce que je fais, je précise. Oui. C'est ça. L'équivalent de... Ouais, non, c'est ça. Pour le moment. Mais après, ce qui est bien, c'est de me dire, si j'arrive à faire ça en 25 heures, j'ai beaucoup d'autres temps pour justement développer des choses dont on parle au sein de l'équipe, mais qu'on ne prend jamais le temps de faire, par exemple. Exact. Donc ça, c'est aussi un peu la motivation de se dire, je vais mieux m'organiser pour aller chercher du temps, certes pour travailler, mais sur des choses auxquelles on accorde peu de temps parfois. Puis, à travers ça, en n'étant pas toujours sur la go, toujours devoir être dans l'action, tu peux être dans la réflexion, puis c'est là que jaillissent les idées aussi, là. C'est là que viennent les autres les autres événements, les autres étapes, les autres étapes. Ouais. Sinon, c'était tout le temps dans le travail quotidien, day-to-day. C'est dur de sortir la tête puis de voir c'est quoi la suite des choses. Oui, tout à fait. Moi, je sais que j'ai besoin de vide pour laisser venir un peu les idées. Et c'est justement un peu ce rythme de prendre des congés ou de m'éloigner de mon quotidien. Ça me fait vraiment cet effet-là. En fait, je sens que les idées arrivent, reviennent, que je suis réceptive à plein de choses parce que j'ai de la place qui se fait en fait dans mon esprit. Et la preuve en est, j'ai l'impression d'avoir été encore plus créative dans les 3 dernières années parce que je m'accorde des vrais temps de pause. Quoi. J'en doute pas. Oui, puis après ça, le temps
qu'on garde justement pour nous, pour faire du travail sur nous, pour faire du sport, pour dormir, pour voir des amis. Ces choses-là qui nous nourrissent. Après ça, si on est une personne plus épanouie, plus heureuse, ça a un impact dans son entreprise. Là, oui, c'est clair. L'humain qu'on est puis notre entreprise, c'est un reflet, là, toujours. De juste pouvoir échanger en fait sur le week-end qu'on a passé, de demander à tes collègues qu'est-ce qu'elles ont fait ce week-end, de pouvoir toi aussi dire j'ai fait ça ce week-end et pas juste j'ai bossé. En fait, d'échanger sur tous ces trucs-là, c'est une richesse aussi. Tout à fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui fonctionne avec des objectifs de chiffre d'affaires ou des projections, Alors, il faut quand même un minimum parce que y a une partie saisonnière qui fait que il faut quand même Noël représentant généralement pour les commerces de détail 20, 25%, 30% du chiffre d'affaires annuel. Faut pas se louper. Faut vraiment pas se louper. Donc, c'est sûr que toute l'année, moi, je garde vraiment un œil sur les résultats et puis ça me montre une tendance aussi. Là, on va fêter nos 6 ans, donc en fait, ce week-end, là, le 5 octobre. Félicitations. Ouais. J'ai dit 6 ans, oui, c'est bien ça. Je vois maintenant vraiment un calendrier qui se dessine et donc je sais que je peux faire confiance à cette tendance. Par exemple, de telle date à telle date, si ça se passe en termes de pourcentage que représente chaque mois, par exemple, je peux être confiante sur Noël ou bien il faut qu'on fasse un changement rapidement. Donc oui, j'ai cet objectif à suivre. Maintenant, je ne suis pas... Dans notre fonctionnement à l'interne, déjà, on n'est pas payé aux objectifs parce que ça n'est pas du tout quelque chose que je voulais instaurer. On en parle très ouvertement, les filles savent, on suit quand même les chiffres, mais sans pression. Puis moi, quand j'ai besoin de communiquer en fait, des choses qui vont être nécessaires dans les prochaines semaines, sur lesquelles mettre un focus, etc., ou faire attention, on en communique, on en parle très facilement. Très cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour la boutique? Y a-t-il des trucs... c'est le moment des plugs. Y a-t-il des trucs qui s'en viennent, que tu es excité, que tu veux que les gens gardent un œil? Écoute, je te dirais que Noël, c'est toujours la grosse partie de l'année, qu'on prépare toujours beaucoup trop tôt, mais c'est nécessaire parce qu'on s'organise mieux d'année en année. C'est toujours des périodes où on est... vraiment toujours un peu surprise de la quantité de personnes qui peuvent décider de venir chez nous parce qu'ils veulent faire leur cadeau de Noël plutôt que d'aller en ligne ou dans des plus grandes surfaces. Ils ont vraiment cette envie de nous encourager, nous, un peu comme un remerciement des bons services de toute l'année qu'on a passé. Moi, j'adore ça. Maintenant, après, chez Bouche Bée, il n'y a pas de sortie de collection particulière ou quoi que ce soit. On est dans la période automnale avec nos belles bougies d'automne, etc. Et puis, l'année prochaine, on est justement en train de décider un petit peu sur quoi on allait mettre le focus. Moi, je nous dis toujours, on est un petit peu hyperactif là, chez Bouche Bée, dans le sens que quand je vois des possibilités de sortir des produits, parce qu'on en produit nous aussi, encore une fois, toujours, j'observe une demande, puis je me sens en mesure de proposer quelque chose, donc je le fais. J'aime bien cette partie de mon travail, en fait, de développer des produits. Donc là, c'est souvent ce qu'on fait, mais on les prévoit pas non plus 6-8 mois d'avance, quoi. Ça arrive au moment. Là. Ça peut arriver vite, quand il y a une opportunité qui se présente. Qu'est-ce qu'on te souhaite personnellement pour l'avenir? Toujours un bel équilibre de vie pro-perso. C'est vraiment... Félicitations pour ça d'ailleurs, d'avoir réussi, en tout cas, du moins d'avoir trouvé un équilibre qui semble c'est faisable. Faire du sens. C'est faisable. C'est vraiment, je vous garantis que c'est faisable et que votre entreprise peut passer à travers les années, à travers une pandémie, à travers des travaux majeurs qu'on a eus dans le quartier, etc. Et d'avoir une hygiène de vie tout à fait saine et équilibrée, quoi. Moi, c'est un de mes grands... un de mes grands combats dans ma vie, des choses que je n'ai pas encore trouvées, mais ça m'inspire. Mais là, encore une fois, la voix de l'instinct et de l'ego revient aussi là-dedans. Parce que des fois, travailler, pour qui, pourquoi, est-ce que ça va vraiment faire une différence de travailler autant
versus de s'accorder du temps puis d'assumer, bah ouais, moi je travaille juste 5 jours semaine ou 4 jours semaine, puis de se dire, est-ce que les gens vont porter un jugement là-dessus ou non, et parce que dans mon domaine, je ne travaille pas assez aux yeux des autres, et que oh my God, tu sais, il faut... C'est fou. Qu'est-ce qui est bon pour nous, en fait? C'est fou, cette conversation-là, parce que je suis précisément là-dedans. Précisément là-dedans, de faire, hey, moi, j'accepte, dans le fond. Il faut que j'accepte qu'il y a du monde qui vont faire, hey, qu'est-ce que tu fais un vendredi avant midi à comme être à Tremblant puis chiller? C'est comme, man, je sais pas quoi te dire. Mais tu sais, est-ce que tu te poseras la question, genre, je sais qu'en vieillissant, le regard des autres a beaucoup moins de place. Ben, je pense que c'est ça qui se passe dans ma vie, c'est que là, il y en a de moins en moins. Ouais, c'est bon, puis que là, de moins en moins, ça me dérange. Ouais. Tu sais, de moins en moins, je laisse ça m'affecter. C'est comme, ben, écoute, j'ai fait ma vie pour ça. Oui, puis c'est ta vie, en fait. C'est ça l'affaire. J'ai fait les équations pour être capable d'être à Tremblant un vendredi matin. C'est parfait. Ouais. Moi, j'ai hâte parce que c'est quand même encore un défi pour moi sur plein d'autres trucs. Le regard des autres, qu'on va pouvoir penser, ma légitimité, enfin bref. Et des fois, je me dis, j'ai tellement hâte d'avoir 60 ans, en fait. Parce que je me dis, j'aurais parcouru un bout là-dedans dans le détachement de regard des autres. Je me dis, waouh, je vais m'en foutre de tout. Je vais vivre ma meilleure vie. Ouais, ça va être fini. Le jugement des autres, j'en aurais plus rien à faire. Ouais, incroyable. Je suis pas rendue là. Ouais. Mais en tout cas, ça m'inspire. Je vais essayer de garder quelques leçons de ça me fait cet très entretien. plaisir. Je vous encourage vivement. Merci beaucoup d'avoir été de support.